point numéro 11. Donc le point numéro 11 qui concerne le versement d'un acompte des subventions attribuées aux associations en 2017. Conformément aux dispositions de l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, la commune votera son budget primitif 2017 au plus tard le 17 avril 2017. Dans l'attente de l'adoption du budget, il est proposé de verser à certaines associations ayant des charges de personnel et ou des dépenses conséquentes liées à leur activité en début d'année une avance indexée sur le quart du montant de la subvention qu'elles ont perçue au cours de l'année 2016. Cette avance permet ainsi d'éviter aux associations des difficultés de trésorerie en début d'année civile. Cette procédure confirme également le soutien de la commune aux actions des associations et sa volonté de les pérenniser. Les associations et établissements publics concernés par le versement de cette avance figurent dans le tableau que vous avez. Donc c'est une délibération classique également en cette période de l'année. Madame Boré. Comment ça se fait que l'école des Quatre-Arts a disparu? Alors, excusez-moi, je précise ma question. Entre la délibération que vous nous avez envoyée sur dossier et celle qui est mise sur table aujourd'hui. Oui, alors effectivement, on avait inscrit cette subvention, cet acompte de subvention dans la première délibération envoyée, parce que nous étions en attente d'un retour de la communauté urbaine GPSO par rapport à l'engagement que cette communauté urbaine doit avoir, si elle le décide, par rapport à cette association, comme pouvait l'avoir la CAMI les années passées. Or, nous n'avons pas eu de retour de GPSO. Donc à partir de là, nous ne pouvons nous engager, nous également, sur un montant et sur une convention avec cette association pour l'année 2016 tant que nous n'avons pas de retour de GPSO. Voilà la raison pour laquelle cette association a disparu de cet acompte-là. Si je comprends bien, en fait, je sais pas, vous avez demandé au GPSO parce qu'en fait, vous mettez l'école des Quatre-Arts quand même dans une situation très compliquée. Non, mais parce que je comprends pas bien votre réponse. En fait, normalement, Mantes-la-Ville subventionne les Quatre-Arts, et ça a toujours été comme ça, pour un travail très très intéressant qu'ils font. Et là, comment, parce que de fait, l'école des Quatre-Arts va se retrouver en début d'année dans une situation compliquée. Oui, alors il n'y a absolument pas de volonté de notre part de ne pas poursuivre le travail avec cette association. C'est simplement sur un aspect, j'allais dire, presque juridique. Effectivement, nous avons pris contact avec GPSO dès le mois de septembre, puisque j'ai ici un courrier, si vous voulez, de l'année passée. Un courrier que nous avait envoyé la CAMI pour justement indiquer son engagement auprès de la communauté, auprès de la collectivité, de la commune de Mantes-la-Ville, par rapport à sa participation de 50%. Ce courrier émanait donc de la CAMI et avait été envoyé au mois de septembre de l'année passée. Au mois de septembre de cette année, vu que effectivement le GPSO reprenait cette compétence, nous avons pris contact avec GPSO dès le mois de septembre pour les inviter à s'emparer du sujet. Et depuis le mois de septembre, nous n'avons pas de retour. Donc notre problème à nous, c'est un problème purement juridique, puisqu'il n'y a pas d'engagement de la communauté urbaine et que par voie de conséquence, le nôtre étant lié à ce premier engagement, nous ne pouvons pas inscrire pour l'instant cet acompte, mais il n'y a absolument aucune volonté de notre part, bien entendu, au contraire, d'arrêter quoi que ce soit avec l'association des Quatre-Arts. Nous déplorons cette situation, effectivement. Je précise que nous avons voté, en même temps que le budget, cette subvention à cette association qui est appréciée et que nous apprécions. Et j'espère que cette situation pourra se régulariser le plus tôt possible au début de l'année 2017. Ou même peut-être avant, je ne sais pas. Monsieur le maire, il y a encore un conseil municipal d'ici la fin de l'année. Il y a un changement assez substantiel entre le dossier que vous nous avez envoyé et le dossier qui est mis ce soir aux voix. Moi, je vous propose d'annuler la délibération de ce soir et la remettre au conseil municipal du 15 décembre. Comme ça, Ce sera le 16. 16 plus tôt ou plus tard.
Oui, non, mais avant la fin de l'année, de toute façon, c'est décembre. Ce qui vous permettra de continuer d'avancer et nous, de nous renseigner vis-à-vis de cette association. Parmi les informations lors des échanges avec la CU que nous avons à propos de ce problème, on nous a laissé entendre que très vraisemblablement, le problème s'est réglé courant février. Et il faudra une délibération sans doute de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Le dernier conseil communautaire prévu pour 2016, c'est le 15 décembre. Malheureusement, il n'y aura pas cette délibération qui sera présentée. Je vous laisse le soin de vérifier par vous-même si vous souhaitez cette information, et je pense que vous avez des moyens pour le faire. Et malheureusement, ça me paraît pas utile comme vous le proposez, de différer le vote de cette délibération. Monsieur le maire. Ça permettra de garantir pour les autres qui attendent, et notamment le CMV et le CCAS de Mantes-la-Ville. Monsieur le maire, j'étais en commission culture suppléante, Madame Guillain ne pouvait pas venir. Je suis un peu étonnée de tout ce que vous venez de dire, puisque ce n'est pas du tout le discours qu'a eu Madame Jonex en face de nous. Quand je lui ai posé des questions, faites pas l'étonner, quand je vous ai posé des questions sur les 4 arbres, vous avez dit tout le bien que vous en pensiez, et ça, vous n'allez pas le nier, Monsieur le maire non plus. Mais vous, quand je vous ai posé des questions, combien, pour un coût d'un élève individuel, combien vous donnez, vous m'avez dit, oh, mais vous savez, il n'y a pas de souci, je viens du conseil d'administration il y a 8 jours, on a eu des informations, tout va bien, et je vous donnerai les tarifs que nous donnons pour les élèves ce soir. Donc j'attendais vos tarifs ce soir. Voilà. Deuxième chose, ce n'est pas parce que la communauté urbaine ne donnera pas de subvention que vous devez, vous, empêcher les élèves de Mantes-la-Ville que vous rémunérez les 4 arbres pour les élèves que vous envoyez. Parce que pour l'instant, vous avez depuis 7 ans envoyé des enfants de Mantes-la-Ville à l'école des 4 arbres en donnant un tarif préférentiel, puisque vous devez verser une indemnité. Vous compensez. Alors si vous voulez les tarifs par élève, moi je les ai, Madame Genet, vous ne les avez pas, mais moi je les ai. Je peux vous les donner. Vous les avez maintenant? Oui, je vous attends, alors allez-y, je vais voir si c'est les mêmes que les miens. Ce qui est question, je ne vous ai pas entendu là, mais ce qui est la question, c'est que quand je suis allée au conseil d'administration du PEPSA, ils étaient sûrs que la délibération passerait devant la GPSO avant la fin de l'année. Donc c'est sur cette base que les informations étaient connues. J'ai ensuite de nouveau rencontré les administrateurs des PEPSA, les États, M. Yamon, et il m'a dit, mais on a les mêmes problèmes avec Mantes-la-Jolie qui attend aussi que soit dossier par la GPSO une délibération sur la participation que donnait la famille. Donc, quand je les ai vus par le conseil d'administration, ils avaient l'air sûrs que ce serait voté avant la fin de l'année. Visiblement, la GPSO a beaucoup de mal à s'organiser. Tout le monde a beaucoup de mal à les joindre, que ce soit Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie. Mais on n'a pas. On peut dire maintenant que si GPSO reprend véritablement, à ce moment-là, nous verrons dans le budget inclure ce qu'on doit au PEPSA. Je vous rappelle que la subvention de la communauté urbaine qui était avant la CAMI ne sert pas aux élèves de Mantes-la-Ville spécialement. Elle sert aux CAPSA pour leur fonctionnement. Si, je m'en suis occupée pendant des années, je sais comment ça fonctionne. Vous n'allez pas m'apprendre. Hein. Moi j'ai été 15 ans, là ça fait 2 ans. Alors, la CAMI nous rembourse 50%, nous remboursait 50% de la subvention que nous donnions aux CAPSA. Même chose pour Mantes-la-Jolie, que nous étions conventionnés avec les CAPSA. Donc, là, on avait payé l'année dernière plus de 45 000 €. La CAMI avait reversé la moitié de Madame Genex, la ville s'est engagée pour une année scolaire pour les enfants de Mantes-la-Ville qui fréquentent l'école des 4 arts cette année. Vous êtes engagés puisque vous les avez envoyés. Donc ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous coupez la subvention là maintenant. Vous vous êtes engagés pour une année scolaire, c'est-à-dire jusqu'en, on va dire, juin 2017.
Donc là, la subvention, là, c'est-à-dire le début de subvention, puisque ça n'est qu'une partie de la subvention, elle est due, elle est évidemment due. Elle n'attend pas les décisions des uns ou des autres. Vous avez envoyé des enfants de Mantes-la-Ville à l'école des Quatre-Arts, ils se sont inscrits, et donc Mantes-la-Ville doit soutenir les inscriptions de ses enfants, au moins pour cette année scolaire. Je comprends ce que vous dites, Madame Boré, même si ce n'est pas tout à fait exact. Il s'agit d'un partenariat, mais pas seulement entre la commune de Mantes-la-Ville et l'association des Quatre-Arts. Ce partenariat est inscrit dans la légalité dans le cadre d'une convention. Cette convention, pour l'instant, n'existe pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas même le droit, si vous voulez, d'engager cette dépense. Il est sûr et totalement vraisemblable que le trésorier principal refuserait l'engagement de cette dépense. Comprenez bien que nous déplorons cette situation. Pour tout vous dire, on attendait un dépôt sur table de cette délibération. Enfin, en tout cas, c'était Mme Genec qui m'avait donné cette information. Et finalement, il n'y a pas eu ce dépôt sur table lors du dernier conseil de la communauté urbaine GPSO. Il y a d'ailleurs une autre délibération concernant la culture, c'est pas le même sujet, mais concernant les classes CHAN qui a été retirée, qui finalement sera peut-être présentée lors du prochain conseil, mais on n'est pas sûr non plus. Mais voilà, il y a... on veut à la fois respecter notre engagement. Rendez-vous bien compte qu'on a toujours assumé, lorsqu'on a supprimé ou baissé des subventions, on a toujours dit, il est toujours assumé. Parfois, vous avez énoncé votre opposition, et vous avez tout à fait le droit, bien entendu. Là, qu'on soit bien clair, il ne s'agit pas de mettre dans l'embarras cette association que nous apprécions. De fait, elle le sera, mais pas consécutivement avant la vie. Nous, on est prêts, on attend juste le coup de sifflet, en quelque sorte, de la CEU. Ils ont des problèmes. Consécutivement, ça s'épercute ici. On en est désolé pour eux, mais voilà ce qu'il en est à l'heure où nous vous parlons. Pas d'autres remarques? Je vous propose donc de passer néanmoins au vote. Y a-t-il des votes contre cette délibération? Des abstentions? Je vous remercie. C'est vraiment pour les autres associations qu'on veut. Point numéro 12, avenant à la convention de gestion provisoire avec la CU, GPSO et adoption des annexes. Monsieur Morin. Par délibération numéro 2015-12-144 du 17 décembre 2015, le Conseil municipal a adopté la convention de gestion provisoire passée avec la communauté urbaine pour la gestion de services. Compte tenu des discussions intervenues avec les services de la DDFIP, certains termes de cette convention doivent être précisés ou actualisés afin d'en faciliter l'exécution. Par ailleurs, les annexes aux conventions ayant été formalisées et leur contenu ayant fait l'objet d'un échange positif avec la communauté urbaine, il convient de les adopter. Donc vous avez joint à cette délibération la convention de gestion et les annexes. Monsieur Affan. Merci. Juste une petite précision concernant l'avenant à la convention de gestion provisoire, son article 4, fait état d'une mise à disposition d'actifs et passifs. Et il est précisé également, dans le stipulé, qu'il y aurait eu un procès verbal venant faire état effectivement d'un effet de photographie au dernier trimestre 2016. Je n'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait, ou est-ce que peut-être il s'agit des annexes financières que vous communiquez rectifiées aujourd'hui? Est-ce que c'est bien la même chose dont on parle ou pas? Oui, alors les actifs correspondent en fait à la mise à disposition du CTM et des véhicules. Voilà. Alors par ailleurs, il est précisé dans la section de fonctionnement à l'annexe de
à l'instant là. Alors on est passé à 1 173 000, d'accord. Il est fait état effectivement d'un remboursement périodique par la CU. Je voulais savoir ce qu'il en était effectivement de l'état des remboursements de la CU sur ce point. Alors à l'heure actuelle, aucun remboursement n'a été effectué. Un état global doit être fait très prochainement pour un remboursement à partir du 9 décembre. D'accord. Et sur quel exercice? Sur 2016. D'accord. Enfin, un dernier point, il est fait état effectivement dans la section d'investissement. Donc on est passé de 110 000 € de travaux, je crois, à une ventilation différente. Dans l'opération travaux, on mettait l'ouvrage délégué. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît? Non, il n'y a pas de modification, on est bien sur 110 000 €, c'est juste qu'on a précisé la ventilation sur les différentes actions concernées. Pourtant, si je fais 22 plus 21, ça me fait un truc comme 43, sinon ça fait un peu, c'est pas 110, 110. Ah oui, ça continue derrière. D'accord. Très bien. Merci. Mais vous pouvez nous préciser à quoi ça correspond, les 110 000 €? Je l'avais précisé, je crois, lors du dernier conseil ou du conseil précédent. On va vous redonner ça. Oui, alors c'est écrit dans l'annexe. On a la rue Francisco Ferrer, Marcel Samba et la rue Louis Michel. Et ensuite, la rue du Vexin et la rue des Barbiettes. Oui, tout à fait. C'est les ralentisseurs qu'on est en train de nous mettre au Louis Michel. C'est ça. Et qu'on met à du Vexin. Est-ce qu'on a une perspective sur la gestion provisoire? Est-ce qu'on va rester assez longtemps? Parce que je peux comprendre effectivement que le transfert vers la GPSO est assez technique et difficile. Est-ce que là on parle de gestion provisoire? Combien de temps ça va durer? Sur quoi on va exactement? Jusqu'au 31/12/2016 normalement. En sachant, je tiens à préciser aussi qu'en sachant qu'on peut s'attendre à un peu tout avec la communauté urbaine. Hier soir, nous étions en CLECT donc pour l'évaluation des charges transférées. Et donc le vote qui en a résulté était un vote contre. Donc, quid de ce qui va se passer dans cette évaluation de charges maintenant. D'accord. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 13, créances éteintes. M. Morin. Donc délibération classique. Dans le cadre d'une procédure de surendettement, lorsque le dossier d'un débiteur est jugé recevable par le tribunal d'instance, les dettes admises dans la procédure et antérieures à la date de l'ordonnance font l'objet d'un effacement. Ces créances de la collectivité envers des tiers sont alors dites éteintes, c'est-à-dire qu'elles restent valides juridiquement, mais leur irrécouvrabilité résulte d'une décision juridique extérieure définitive qui s'impose à la collectivité créancière et qui s'oppose à toute action en recouvrement. Ce sont donc les articles L332-8 et 332-9 du Code de la consommation. De même, dans le cadre d'une procédure collective, dès lors qu'est constatée par le tribunal de commerce une clôture pour insuffisance d'actifs sur un redressement ou une liquidation judiciaire, il y a lieu de présenter les sommes dues par l'entreprise en créances éteintes. Le trésorier principal a informé la commune de Mantes-la-Ville de la décision du tribunal d'instance et du tribunal de commerce de prononcer un effacement de dette pour les débiteurs visés. On a donc un montant total des créances éteintes qui s'élève à 12 645,97 €. Et donc vous avez les documents qui sont détaillés en annexe. Des remarques, des questions? Je propose de passer au vote. Est-ce des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Point 14. C'est ça. Le trésorier principal nous propose d'admettre en non-valeur des créances anciennes non recouvrées, malgré les diligences réglementaires engagées par ses soins pour en assurer le recouvrement. Le montant total des créances irrécouvrables s'élève à 456,01 €.
Et de la même manière, vous avez le détail qui est annexé. Pas de questions, pas de remarques, je vous propose de passer au vote. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Point numéro 15, autorisation d'engagement de liquidation et de mandatement des dépenses d'investissement, budget principal 2017, toujours M. Morin. Oui, on poursuit avec les délibérations traditionnelles en cette période de l'année. Conformément aux dispositions de l'article L 14612-1 du Code général des collectivités territoriales, dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice, il est donné la possibilité à l'autorité territoriale, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente et de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. De plus, sur autorisation de l'Assemblée délibérante, l'autorité territoriale peut également engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et de liquider et mandater les dépenses ayant un caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme. Des questions, des remarques? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 4 abstentions. Je vous remercie. Point numéro 16. Qui concerne l'actualisation de l'autorisation de programme et des crédits de paiement votés pour l'opération 2011-07 du groupe scolaire des Meridiers. Monsieur le maire rappelle aux membres de l'Assemblée délibérante que dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement, une autorisation de programme a été réservée au groupe scolaire Les Meridiers et a été adoptée par le conseil municipal du 28 mars 2011. Compte tenu des différentes réserves effectuées sur la réception des travaux et des litiges en cours sur l'application de pénalités de retard, toutes les factures afférentes à cette opération ne seront pas réglées d'ici la clôture de l'exercice. Il convient donc de modifier cette autorisation de programme du groupe scolaire des Meridiers afin d'en ajuster les crédits de paiement. Donc, vous avez le détail de cette ventilation. Nous étions sur un budget de 245 377,65 € en 2016 et donc nous passons 47 762,73 € de ce premier montant sur l'année 2017. Le montant total de la paie, bien sûr, ne varie pas. Pas de questions, pas de remarques. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Point 17. Actualisation de l'autorisation de programme et des crédits de paiement votés pour l'opération 2011-03, réhabilitation des écoles, M. Morin. Oui, donc même délibération, je vais vous faire... je vais épargner la lecture de la délibération, c'est exactement la même, et ça concernera donc la réhabilitation des écoles. Vous avez donc le tableau avec les montants pour l'année 2016 qui faisait état d'une opération à hauteur de 289 454,42 €. Et donc nous ventilons sur l'année 2017 123 192,62 € de ce montant, pour un montant total qui ne varie pas non plus. Monsieur Affan. Merci Monsieur le maire. Juste petite question, parce que effectivement le programme de réalisation des écoles semble prêter d'énormes difficultés par rapport à la réception définitive. A priori, il y a des réserves qui vont dans tous les sens. Où est-ce qu'on en est très concrètement sur l'état des recours et quel est effectivement le risque contentieux auquel s'expose la collectivité? Il n'y a aucun risque au contentieux en cours actuellement. Il y a juste eu un problème pendant les opérations d'un certain nombre d'entreprises qui ont fait faillite et consécutivement ça crée... Il n'y a pas de, il n'y a pas de difficulté éventuelle sur les normes de sécurité par rapport... Non. Non. Très bien. Mais en tout cas, il n'y a pas de contentieux. Merci. Je vous en prie. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Point 18. Constitution d'un groupement de commandes entre la commune de Mantes-la-Ville et le CCAS. Madame Dureur.
Les besoins de fourniture scolaire et matériel pédagogique nécessitent qu'une procédure de mise en concurrence soit mise en œuvre en application des dispositions de l'ordonnance numéro 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public. Toutefois, et dès lors que ces prestations concernent à la fois la commune et le centre communal d'action sociale, il conviendrait, avant d'initier cette procédure de mise en concurrence, de constituer un groupement de commandes dans les conditions de l'article 28 de l'ordonnance numéro 2015-899 du 23 juillet 2015 relative au marché public entre la collectivité territoriale et cet établissement public local. La constitution de ce groupement permettrait la réalisation d'un acte d'achat pertinent en raison du caractère homogène des prestations concernées et des économies d'échelle potentielles qu'une procédure de consultation groupée permet d'entrevoir. Pas de remarques? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons au pôle des territoires. Donc toute une série de rapports annuels qui sont courants et habituels à cette période de l'année. Et je cède la parole à M. Morin pour le point 19, rapport annuel d'exploitation pour la gestion du parc de stationnement régional à l'année 2015. Oui, alors tous ces rapports ont été bien entendu vus en commission urbanisme. Donc le premier rapport qui concerne la gestion du parc de stationnement régional, la société Vinci Parc, devenue Indigo, le 5 novembre 2015, délégataire du parc de stationnement régional Gare, a présenté son rapport annuel sur le prix et la qualité du service public pour l'exercice 2015. Il est précisé que conformément à la réglementation, le dit rapport est mis à la disposition du public dans les 15 jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal. Donc le présent rapport retrace l'activité du service avec une fiche d'identité du contrat, un compte-rendu financier, l'analyse de l'activité, les conditions d'exploitation, les engagements qualité, les services et les annexes. Nous n'avons pas les rapports. Comment fait-on pour les étudier? Il fournit des clés USB à chacun des représentants des groupes, c'est ça? Oui, il y a eu des clés USB qui ont été fournies, et puis les rapports et les annexes qui ont été vus en commission urbanisme. Je vous rappelle que Mme Lavancier fait partie du conseil municipal, elle n'a pas eu de clé USB. Ah, effectivement, c'était pour les membres de la commission urbanisme. Et sur la clé USB, c'était pas les rapports. Hein, oui, en plus de ça, c'était pour la déclaration d'utilité publique de DEOL. Mais tous les rapports, Mme Lavancier? Non, vous nous dites que vous avez une clé USB pour les rapports et après on vous dit qu'il n'y a pas de rapport. Non, effectivement, il n'y a pas de rapport. Oui, la clé USB, c'était pour la déclaration d'utilité publique. Mais tous les rapports, vous les avez eus en commission urbaine. Consultable en mairie. Monsieur Morin, tout le monde ne fait pas, moi je les ai eus effectivement, mais tout le monde ne fait pas partie de la commission urbanisme, il me semble. Donc le rapport, il est consulté, c'est inscrit sur la délibération. Sur la délibération, le rapport est consultable en mairie. Vous avez arrêté d'envoyer les dossiers comme ça maintenant, ça va être, si on veut avoir des renseignements, il faut qu'on se déplace en mairie. C'est habituel et c'est systématique dans beaucoup. Pour les rapports particulièrement volumineux, beaucoup de collectivités tiennent à la disposition des élus. Sauf qu'à part le rapport... C'est très courant, c'est pas une spécificité à Mantes-la-Ville, monsieur le maire. Mis à part le rapport sur EOL, qui est effectivement très volumineux, qui est sous la clé USB, les autres, vous les avez envoyés en commission urbanisme, et en commission urbanisme, je n'ai pas trouvé qu'il y avait un dossier comme ça pour les rapports, les différents rapports. Si, en commission urbanisme, sur chacun des rapports qui vont être vus et qui vont être votés, on a, alors certains rapports sont plus légers, par exemple le rapport GRDF, ce n'est qu'une page. Mais le rapport qui concerne le parc de stationnement est assez volumineux, vous l'avez eu en commission urbanisme, donc Madame Lavancier, votre représentante en commission urbanisme, a vu ce rapport, elle a étudié avec nous et
Donc il faudra que vous le demandiez peut-être à Madame Colbert. Monsieur Zappéler, les rapports sont plus ou moins... Monsieur Zappéler, pardon. Monsieur Morin, je confonds mes élèves, moi. Monsieur Morin, les rapports sont plus ou moins importants. On les a peu de temps avant le conseil municipal. Faire circuler les rapports au sein du groupe, c'est pas si évident que ça. Il faut prendre le temps de les étudier, il faut que ça circule d'un membre à l'autre. C'est pas facile du tout. Non, c'était pas une critique de ma part. Je faisais simplement remarquer que votre groupe avait eu le rapport et il n'y a aucune volonté de notre part d'avoir... Monsieur Morin, il y a une nouvelle technologie qui vient de sortir récemment. Je ne sais pas, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais c'est toujours une piste à explorer. Ça s'appelle le mail. Le mail. Et ça serait bien que les rapports soient envoyés par mail. Je peux comprendre le souci d'économie que vous ayez à ne pas faire du papier, mais vous pouvez les envoyer par mail. De même que le conseil municipal, pourquoi pas. Je pense que la plupart des gens ici ont une adresse mail. Voilà, ça permet d'économiser du papier, du temps et que tout le monde ait les éléments pour travailler. On y réfléchira. Il me semble que vous l'avez déjà dit, ce que je vous avais déjà demandé en début d'année, enfin au début de mandat, et ça fait 2 ans, et c'est dur. Bien, je vous propose de prendre acte donc de ce rapport et de passer au suivant, rapport annuel d'exploitation pour la gestion déléguée des jardins familiaux, année 2015. Donc la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs, FNJFC, est gestionnaire pour le compte de la ville de 54 parcelles potagères, 12 de catégorie A, soit 150 m², et 40 de catégorie B, soit 120 m², auxquelles s'ajoutent 2 parcelles accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ce premier rapport retrace l'activité du gestionnaire et des jardins en 2015 avec l'état des parcelles, les services proposés aux adhérents, les difficultés rencontrées et les contacts de la fédération. Donc vous avez dans les éléments annexés le compte d'exploitation 2015 et le listing des jardiniers. Pas de remarques, pas de questions. Je propose de prendre acte et de passer au suivant, point 21. Rapport annuel d'exploitation pour la gestion déléguée des marchés publics d'approvisionnement des 2015, toujours M. Morin. La SARL Les Fils de Mme Géraud, délégataire du marché d'approvisionnement, a présenté son rapport annuel sur le prix et la qualité de service public de gestion déléguée des marchés publics d'approvisionnement. Il est précisé que conformément à la réglementation, les 10 rapports sont mis à la disposition du public dans les 15 jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal. Le dit rapport retrace l'activité du service avec la liste des marchés, l'application du contrat, l'exploitation, le suivi technique, les comptes de l'exercice afférents à la délégation, la synthèse générale et enfin les annexes. Et dans ces annexes, vous avez la liste des commerçants abonnés, le rapport financier, les tarifs, le bilan d'activité des opérations d'animation et le bilan financier des opérations d'animation. Bonjour. Oui, moi j'étais en commission d'urbanisme, donc j'ai vu les annexes et qui faisaient ressortir notamment une baisse de la fréquentation du marché. Donc je vous ai demandé, et je l'avais déjà signalé lors de la présentation de 2014, je vous ai rappelé qu'il existait une commission marché. Il me semble qu'il serait utile d'avoir l'avis des commerçants, puisqu'il y a des commerçants qui sont élus dans le cadre de la DSP, donc d'avoir l'avis des commerçants face aux arguments du délégataire, et puis aussi voir comment on peut adapter le marché face aux nouvelles méthodes de sommation, je pense, les circuits courts et tout ça. Donc cette commission, j'ai recherché l'avis de l'année dernière, de la présentation de 2014, je l'avais déjà demandé. Donc voilà, je renouvelle ma demande. Très bien, je vais laisser Mme Mahé répondre à... Donc, effectivement, la motion m'a fait remonter l'observation lors de la commission, je ne pouvais pas être présente. Je suis absolument d'accord, effectivement, il y a une commission qui est plus que nécessaire à mettre en place. En ce qui concerne les commerçants, je les ai rencontrés déjà dans l'année. Ils sont aussi demandeurs de ces rencontres-là, que ce soit avec la majorité ou avec les membres de l'opposition, pour amener leurs propres idées sur une augmentation de la fréquentation du marché. Donc, dès l'année prochaine, nous allons remettre cette commission en place.
Bien, on a tous pris acte donc de ce rapport. Rapport 22, rapport annuel d'exploitation pour la gestion déléguée de retraite des véhicules terrestres à moteur de départ et de leur mise en fourrière et selon M. Morin. La SARL et la DEP Express 78, délégataire du service public de retrait des véhicules terrestres à moteur, des épaves et de leur mise en fourrière, a présenté son rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion déléguée. Donc, le présent rapport retrace l'activité du service avec le compte d'exploitation annuel, l'analyse de la qualité de service et l'annexe compte rendu et financier. Pas de questions, pas de remarques. Donc on a tous dit qu'il y a quand même ce rapport. Rapport 23, présentation du compte rendu annuel de concession du RDF 2015. Selon M. Morin. Conformément à l'article L 1411-3 du CGCT, le délégataire se doit d'établir un rapport annuel qui reprend les opérations exécutées au cours de l'année et qui analyse la qualité du service rendu. Donc sur ce rapport, vous avez les caractéristiques du réseau, la qualité de distribution, les clients de la commune et le suivi des travaux de tiers. Pas de questions, pas de remarques. Très bien, je vous propose de passer au suivant, point 24, présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets ménagers assimilés 2015. Jean-M. Morin. La commune a transféré les compétences élimination des déchets ménagers et assimilés à la communauté d'agglomération de Montant-Midline. Il est rappelé que les conseils municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale sont destinataires du rapport annuel adopté chaque année par cet établissement. Le maire de chaque commune doit présenter au conseil municipal, au plus tard avant le 31 décembre de l'exercice concerné, le rapport reçu. Donc vous avez pu avoir ce rapport. Juste une précision, rajouter les mots qui manquent, notamment à l'article 1er. Oui, effectivement. Très bien, je vous remercie. Point numéro 25. Dépôt d'une déclaration préalable portant sur l'implantation d'un bâtiment modulaire sur le site du poste de police municipal. M. Morin. Le poste de police municipal actuel ne dispose pas d'une salle de restauration pouvant accueillir les agents en fonction. Compte tenu de l'exiguïté des lieux, il est impossible de créer une surface suffisante dans le pavillon actuel. Il est donc envisagé d'installer un bâtiment modulaire dans le jardin faisant office de salle de restauration. Ce bâtiment de 20 mètres carrés sera positionné par routage puis raccordé électriquement. Préalablement à l'édification de cette construction, il convient de déposer un dossier de déclaration préalable. Est-ce qu'il y aura également une arrivée d'eau? Parce que si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas d'eau à cet endroit-là. Non, il n'y a pas d'eau. On fait un puits là. On fait un sec et sans. Juste une salle de restauration. Ah oui, mais l'obligation d'un point d'eau. L'obligation d'un point d'eau. Une salle de restauration, il va y avoir de l'eau quand même. L'obligation d'un point d'eau. Alors, je précise qu'il s'agit d'une solution provisoire. Oui, d'accord. Vous connaissez notre volonté d'offrir en premier lieu aux agents de ce service de meilleures conditions de travail, d'où la décision de préemption que nous avons prise en 2015 et aussi de fournir aux usagers des conditions d'accès à ce service de meilleure qualité. Je précise que qu'en effectif ce service a doublé depuis le début de ce mandat. D'où la nécessité de cette solution provisoire, mais nous travaillerons à une solution évidemment durable, parallèlement à la procédure juridique qui, elle, continue en ce qui concerne cette décision de préemption. Vous le savez, nous avons, la commune de Mantes-la-Ville n'a pas pu obtenir gain de cause en première instance. Pour être tout à fait honnête et réaliste, je ne pense pas, à moins qu'il y ait de grands changements en 2017, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont changer en 2017, est-ce que l'esprit qui anime la justice administrative a changé?
Je ne sais pas, je le souhaite en tout cas. Oui, bien sûr, la justice est totalement indépendante et prend. On l'a bien senti qu'elle était impartiale sur ce dossier. Peu importe. On sait ce qu'elle deviendrait si le FN avait le pouvoir. On voit déjà ce qu'il en est actuellement. On voit déjà ce qu'il en est actuellement. Et parce que il y a, quoi qu'on pense de cette décision de préemption et au-delà de la polémique que l'on sait tous, il y a une véritable nécessité d'un nouveau poste de police municipale. Et la mission de la majorité, c'est de trouver une solution. Et nous le ferons. Et j'ajouterai un dernier point, et je m'adresse à vous, monsieur Carla. Vous avez apparemment souhaité vérifier par vous-même et sur les lieux conformité des bâtiments, etc. J'aurais souhaité être prévenu, cher monsieur Carla. On aurait bien entendu accepté votre demande, car effectivement nous n'avons rien à cacher, et quand un élu d'opposition pour parfaire son niveau d'information désire voir physiquement un bâtiment lorsqu'il y a une délibération sur le bâtiment, nous l'avons fait en ce qui concerne la décision de démolition du bâtiment des anciens services techniques sur la place du marché, à la demande de Manal Pelvas il y a quelques mois, on a immédiatement accepté. Tous les élus qui souhaitaient, dont des élus de la majorité, maires, adjoints, conseillers et des élus de l'opposition, dont vous, monsieur Carla, ont pu visiter sur place et ont pu effectivement s'apercevoir que le bâtiment était dans un triste état, non seulement en externe, ça c'est visible, on n'a pas besoin de solliciter l'avis du maire là, mais aussi à l'intérieur. Et pour la même... Et là, dans ce même cas, j'aurais souhaité, monsieur Carla, et aussi pour des raisons de sécurité, parce que l'agent administratif qui a bien voulu vous ouvrir et vous laisser circuler dans ce service malgré tout un peu sensible, enfin, voilà, j'ai trouvé que votre comportement était, je vous le dis calmement, mais était totalement inapproprié, et j'aimerais que vous demandiez la permission, car vous n'êtes pas encore maire. Je suis désolé, monsieur le professeur. Non mais je suis sérieux, madame Lavancier. On n'entre pas dans un poste de... Faites ça au commissariat de la Chaulie, vous allez voir comment vous êtes reçu. Ce n'est pas un lieu public, accessible au public, un poste de police municipale? Il y a une partie qui n'est pas publique. Il y a une partie qui concerne uniquement le service et les agents. Je n'ai rien imposé, monsieur le maire. J'ai demandé si je pouvais éventuellement regarder comment a été positionné le terrain derrière. On m'a gentiment proposé de le voir. On m'a même montré la cuisine qui effectivement fait 2 mètres sur 2 mètres et qui n'est pas utilisable. Hein, donc je pense qu'un élu d'opposition peut aussi se rendre compte par lui-même de ce qui se passe. Mais c'est ce que j'ai dit, monsieur Carla. Il suffisait de demander, j'aurais immédiatement, je vous aurais même accompagné. Je vous enverrai un mail, que j'espère vous lirez. Mais on lit tous vos mails et on vous répond, et parfois je vous réponds personnellement. C'est exceptionnel. Voilà, monsieur Carla, c'est dit, donc merci de... Je voulais rajouter quand même un point, si vous permettez. Mais je permets presque tout. Si vous me donnez l'autorisation, je voudrais demander quand même que vous étudiez la possibilité, la faisabilité de faire un point d'eau sur ce bâtiment. On étudiera. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez, pour une raison ou pour une autre, à vous rendre compte par vous-même avec vos propres yeux d'une réalité concernant un bâtiment. Voilà. Je précise que c'est aussi une demande qui émane plutôt des agents d'ailleurs. C'est pas une lubie de Cyril Naute. Hein. Voilà, vous n'avez pas circulé comme ça. Certes, c'est une maison commune, une mairie, ce bâtiment même là où nous nous trouvons, ainsi que tous les sites publics, mais ce n'est pas un hall de gare ou un moulin. Voilà, on n'entre pas comme ça dans un bâtiment public. Merci de votre compréhension, monsieur Carla. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Point 25 en bis. Donc c'est une délibération que nous vous proposons sur table. Une convention autorisant la mise à disposition des jardins familiaux auprès de l'association Jardino. Monsieur Morin va nous présenter cette convention. Donc la ville de Mantes-la-Ville a créé les jardins familiaux situés rue des Soupirs en 2012. Et lors de la séance du 17 décembre 2012, le conseil municipal en a confié la gestion à la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs.
par voie de délégation de service public pour une durée de 3 ans. Lors de la séance du conseil municipal du 30 novembre 2015, la DSP fut prolongée de 6 mois jusqu'au 16 juin 2016. Depuis cette date, la ville en assure provisoirement la gestion. Il est apparu que la mise en délégation du service public n'est pas la solution administrative la plus pertinente. Une convention de mise à disposition, solution plus simple, pouvant largement suffire. On rappellera que la mise à disposition n'entraîne pas de dépenses pour la ville. Plusieurs associations, au nombre de 4, furent consultées et 2 associations ont remis une proposition de prestation. Ces 2 associations ont été rencontrées et l'association Jardino, qui se situe au 9 quai de la Seine à Saint-Ouen, forte de plus de 45 000 adhérents, apparaît la plus expérimentée et à même de gérer les 52 parcelles situées sur notre commune. Une convention de mise à disposition des jardins fut donc concertée avec l'entreprise Jardino. Elle porte sur la gestion des espaces collectifs, l'attribution des parcelles, la répartition des charges et travaux d'entretien entre les membres, les actions de communication et promotion des activités du site. La durée de la convention est légèrement inférieure à 5 ans afin de respecter les termes de l'article L471-1 du Code rural. Monsieur Hassan. Merci Monsieur le maire, une petite précision concernant la convention en question. Je vous renvoie tout de suite à l'article 4B relatif au règlement intérieur. Il est dit que l'association Jardino fournira à chaque jardinier bénéficiaire le règlement intérieur général du site. Et un peu plus loin, le paragraphe juste après, il est précisé en italique, la commune de Mantes-la-Ville se réserve le droit de compléter ultérieurement le règlement intérieur en fonction des nécessités du site. Pourriez-vous me préciser de quoi s'agit-il? Et en quoi, effectivement, la commune pourrait intervenir pour modifier le règlement intérieur? Pour répondre à votre question, il n'y a pas spécialement d'idée précise actuellement, c'est tout simplement pour se laisser la liberté de modifier, de compléter, sans doute peut-être à la demande des usagers, s'ils estiment qu'il y a une amélioration à apporter dans le fonctionnement de ces jardins familiaux, qui ont un peu eu du mal à fonctionner jusqu'à présent, et je suis très content qu'on change de partenaire. Voilà, l'année 2017 commencera avec une forte idée de renouveau du côté des jardins familiaux. Très bien. Cependant, la notion de nécessité du site, c'est quand même assez... vous parlez d'accorder la totale liberté. Donc, qui dit totale liberté, vous laissant la possibilité d'agir comme vous voulez, c'est assez aléatoire. Donc, c'est pour ça que les nécessités de site, je ne sais pas trop... je ne vois pas ce qu'on pourrait faire, et concrètement, c'est ça qui m'interpelle. Alors, de toute façon, et pour répondre à votre interrogation, s'il y a modification, il y a avenant. Et donc, il y a publicité de la modification. Donc, vous en aurez forcément la connaissance. Ah, si. Donc, effectivement, si la commune entend effectivement modifier le règlement intérieur, qu'elle soumette effectivement à l'Assemblée la possibilité d'en délibérer. Bien entendu. Et en tout cas, je précise, enfin, j'ai à nouveau, vous m'avez vu, je me suis à nouveau retourné pour demander, il n'y a pas de projet précis, mais je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Voilà. Et Serge, si tu veux ajouter quelque chose, parce que c'est toi qui a un peu rencontré ce partenaire. J'ai pris Jardino avec monsieur Culeron et compagnie, monsieur... Et je peux vous dire, voilà un bouquin qui relève de toutes les graines qu'ils ont besoin, les jardiniers. Et tous les 3 mois, ils auront également un livre comme ça qui leur indique tous les travaux qu'ils peuvent faire, qu'ils ne peuvent pas faire. Et en plus, on a un référent qui est à Épaule. Donc si on a le moindre problème, on appelle le référent et il viendra sur place. Voilà. Ce qui n'était pas forcément le cas, il n'y avait pas forcément d'accompagnement aussi précis. Voilà. Avant, on n'avait pas d'accompagnement. Dès qu'il y avait un problème, on me sautait sur le contour en me disant, bon, ben voilà, il y a des problèmes tels que l'eau, la facturation. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas reconduit le contrat avec l'ancienne
Voilà, partenaire. Merci Serge. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Point suivant. Monsieur Morin. Qui concerne la délibération numéro 2016-6-54 des affections, déclassements et cessions de la propriété communale située au 93 avenue du Montois, Lopé. Par délibération en date du 8 juin 2016, le Conseil municipal a approuvé d'une part la désaffection et le déclassement de la parcelle cadastrée AK 1493P et 1681P, située 93 avenue du Montois, et d'autre part la cession du bien au prix de 159 000 €. Cependant, le service de l'urbanisme a constaté que le service du domaine a indiqué par erreur d'écriture dans son estimation du 14 juin 2016 le lot A pour une contenance de 442 m² au lieu du lot B d'une contenance de 643 m². Le service du domaine assure cependant que l'estimation financière est juste et bien basée sur les 643 m². Afin de procéder à la cession de ce bien, les membres du conseil municipal sont invités à modifier la délibération numéro 2016-6-54 en date du 8 juin 2016 afin d'indiquer que la superficie de la parcelle du pavillon situé 93 avenue du Montois est de 643 m² et concerne le lot B, et d'autoriser monsieur le maire à signer l'acte notarié et tous les documents y afférents. Merci. Monsieur Gaspalou. Vous m'attendiez. Je pense que je m'expose aux mêmes remarques que pour M. Carla, parce que je me suis rendu sur le lieu cet après-midi sans autorisation. Donc j'attends de me faire attendre sévèrement. Au-delà de cette délibération qu'on a déjà vue, bon, il y a eu une erreur, Sur le fond de ce que j'exposais en juin, je n'ai pas changé d'un iota, puisque la situation n'a pas changé physiquement. Je n'ai vu en guise de délimitation qu'une borne de géomètre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite physique. Que l'enceinte de l'école, du groupe scolaire, la maison est à l'intérieur de l'enceinte du groupe scolaire. Ça n'a pas changé. Que si je vous invite, puisque vous êtes aussi intéressé que moi par cette délibération, à prendre le plan de division et de bornage qui est joint à la délibération, on voit bien que l'entrée des véhicules, et c'est bien référencé comme servitude, est une entrée commune. Comment allez-vous faire? Et ces servitudes, c'est des servitudes de passage. Il y a aussi des servitudes de réseau. On a envie de rouler à toute vitesse sur cette entrée de véhicule, alors que c'est une entrée école. Comment allez-vous faire? Tant que c'était du ressort et tant que c'était une propriété entière communale, il n'y avait aucun souci. Vous étiez le patron. Là, il y a des gens du privé, des gens extérieurs, qui achètent dans une emprise communale. Je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas. Alors j'attends de pouvoir comprendre. Vous insistez sur le changement de propriété. J'entends votre remarque, mais en même temps, sur le fond de la réalité pratique de la vie de ce groupe scolaire, avec effectivement l'entrée et la sortie de ses habitants, je ne vois pas ce que ça change fondamentalement, parce que cette maison était habitée auparavant. Alors, par un couple, par une famille, peut-être d'ailleurs. L'un des deux était enseignant. Vous allez vous dire, un enseignant dans une école, quoi de plus normal, mais cette personne avait un conjoint qui n'était pas enseignant, qui n'appartenait pas du tout à l'éducation nationale. Et cette personne entrait, sortait, et il y avait peut-être aussi des amis, des familles, des voisins qui n'étaient pas non plus membres de l'éducation nationale. Notez-le pour une fois, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais le fond, c'est que c'était une enceinte scolaire communale. Tout appartenait à la commune. Là, rien n'empêche le propriétaire de faire ce qu'il veut chez lui et de vous envoyer balader s'il a envie de vous envoyer balader. Mais vous ne m'avez pas répondu, comment allez-vous lui vendre le fait que le portail doit être fermé, qu'il y a des barrières gobantes qui interdisent l'entrée et la sortie à cause de Vigipirate. Je pense que Vigipirate, on y est pour un bon bout de temps, et qu'il y a un arrêté que vous avez pris pour empêcher l'accès sur cette servitude de passage. Il y a quelque chose de contradictoire. Si vous êtes parvenu vous-même à entrer. Parce que j'ai la clé. Oui.
peut-être que cette personne aura aussi la clé. Mais et c'est- s'il est, au moins aussi malin que vous, je pense qu'il arrivera à rentrer chez lui. C'est interdit, vous l'avez interdit. Moi j'ai la clé parce que je suis directeur d'école, comme n'importe quel directeur d'école. Oui, mais en l'occurrence, vous êtes directeur d'école, mais vous n'êtes pas plus propriétaire qu'aucun directeur d'école des écoles. Et vous en l'occurrence, vous êtes directeur de l'école Jean Jaurès et pas de directeur de l'école de la Sablonnière. Donc vous n'avez rien à y faire à la Sablonnière. Changez l'organigramme des serrures et faites en sorte que chaque école est un organigramme différent. Là, toutes les serrures des vous proposez des dépenses. Des portails de Mantes-la-Ville, c'est la même clé. C'est tout. Mais dites... Comment allez-vous lui dire à ce couple qui se porte acquéreur qu'il y a un arrêté communal qui interdit des allées et venues? Je pense qu'ils savent ce qu'ils achètent quand même. Je vous rappelle, parce que il est vrai que la petite polémique que vous avez créée lorsque cette délibération a été présentée pour la première fois, je vais vous dire, j'ai été très surpris par votre intervention. Depuis le temps, j'ai eu quelques mois pour réfléchir. Je vous rappelle les raisons pour lesquelles nous avons pris la décision de céder Sonia. Sachant que... On avait les mêmes intentions. Hein. On voulait le vendre, sauf qu'à un moment, nous, on voulait étudier une autre sortie, de manière à isoler vraiment... Rien ne nous empêche de continuer l'étude, mais en l'occurrence, nous là, passons cette délibération ce soir là, et nous signons une promesse de vente. Qu'est-ce qui va se passer si... et je n'ose même pas y penser, s'il se passe quelque chose de grave. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quand même, on est quand même, je ne sais pas, la dernière fois, le dernier conseil municipal, vous nous avez presque arraché des larmes pour armer la police municipale, parce qu'il y a quand même un énorme problème de sécurité. Et vous avez voté contre. Je vais vous répondre sur cette question précise. Vous savez, en 4 mois, j'ai trouvé en 4 mois, j'ai eu le temps de trouver un excellent argument auquel je n'avais pas pensé. Comment allez-vous faire Savez-vous que cette école, ainsi que l'école des Auvilliers, que je la fréquente régulièrement, puisque je participe régulièrement, comme je participe au vôtre, le conseil d'école, il y a beaucoup d'intrusions, pas de dangereux terroristes, je vous rassure tout de suite, mais beaucoup d'intrusions d'enfants ou d'adolescents en dehors des périodes scolaires, pendant les week-ends et les congés. Moi, je trouve, pour la sécurité des bâtiments, des biens notamment, qu'il est tout à fait préférable qu'il y ait des gens qui habitent à l'année dans ces biens. Ça apporte une sécurité et je pense que s'il y a des intrusions, ces personnes auront l'intelligence de contacter les services de police. Ça, c'est un vœu pieux que vous avez. Mais moi je ne comprends pas comment vous pouvez engager une commune à implanter des gens sûrement très bien, privés, dans un espace délimité, communal, et en plus un groupe scolaire. À la gauche de ce lot, il y a la restauration scolaire, en face, il y a l'école élémentaire, et un petit peu plus bas, il y a la maternelle. C'est un ensemble, il y a plus de 300 élèves. Moi, je ne suis pas contre. On était animés du même désir, de vendre ces... Mais pas comme ça. Pas en étant juste une servitude de passage. C'est ça qui me... On vous a compris, monsieur Gasparo. Je n'ai pas l'impression. Si, j'ai saisi. Je n'ai pas l'impression que vous saisissiez la gravité de l'acte. Je crois pas. Je crois que ça se fait comme ça. Bon, je n'ai pas le même avis que vous, je n'ai pas la même crainte que vous. On verra. Je vous propose de passer au vote s'il n'y a plus de questions ou de remarques. Y a-t-il des votes contre cette délibération? Donc 5 votes contre. Y a-t-il des abstentions? 4 abstentions, je vous remercie.